Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le DRC démarre ses opérations et accueille son premier navire pour réparation. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, la résistance du Hamas réaffirme sa volonté de conclure un accord global de cessez-le-feu. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le chantier naval de réparation de Djibouti, Djibouti Ship Repair Yard, a accueilli son premier navire pour réparation. C'est ainsi que le Djibouti Ship Repair Yard est dock modulaire, flottante, ultra moderne, l'une des plus avancées et des plus grandes d'Afrique de l'Est et de la mer Rouge. Il offre des services de maintenance et de réparation sans interruption pour les navires. Il s'agit là du premier navire mis en cale sèche. 40 techniciens et ingénieurs ont été mobilisés pour effectuer les travaux qui devraient être achevés en 6 jours. Cette étape marque le début des opérations pouvant sa capacité à prendre en charge des réparations. En tant que l'une des cales flottantes les plus modernes de la région, le Djibouti Yard renforce la position de Djibouti dans les services maritimes. Les 40 techniciens et ingénieurs travaillent sur ce projet, démontrant une expertise technique solide. Les réparations devront être terminé rapidement, ce qui indique un délai d'exécution rapide. Djibouti est déjà un centre logistique et commercial clé et le chantier naval de réparation de Djibouti consolide ses infrastructures maritimes du pays. Pour rappel, c'est le 31 juillet 2023, sous la leader éclairée du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, que Djibouti a franchi une étape historique avec l'arrivée au port de Djibouti du plus grand dock modulaire et modulaire flottante de la région, pièce maîtresse du Djibouti Shipyard. Il s'agit là d'une vision présidentielle devenue réalité. La cérémonie d'accueil de cette infrastructure maritime d'exception, présidée par le chef de l'État en personne, a marqué l'aboutissement d'un projet stratégique parfaitement intégré dans la vision 2035 du président Guelleh. Ce chantier d'une dimension de 217 mètres de longueur, 43,5 mètres de largeur, d'une capacité de l'élevage impressionnante, 20 mètres à 100 tonnes, va à terme créer 3000 emplois directs et indirects. Ce chiffre spectaculaire témoigne de l'audace et la perspicacité économique du président Guelleh qui a personnellement lancé les travaux de ce chantier naval en novembre 2020. Le président Guelleh a une fois encore, à travers ce projet, démontre son extraordinaire capacité à attirer les meilleurs partenaires internationaux, mobiliser des financements stratégiques afin de positionner Djibouti comme un hub maritime incontournable. Rappelons que ce succès retentissant s'inscrit dans une longue liste des réalisations du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui continue inlassablement hisser Djibouti au rang des nations maritimes les plus dynamiques du continent africain. Autre actualité nationale, c'est sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur de l'Institut des sciences de la vie du CERD en partenariat avec l'IRD. Le CIRAD a organisé hier matin un atelier de lancement du projet JIPLAM intitulé Sexage précoce des palmiers au service de la restauration du développement durable des agro-écosystèmes oasiens à Djibouti. Eh bien, la cérémonie s'est tenue à la salle de conférence du CERD, en présence des représentants des institutions partenaires, des chercheurs, des coopératives agricoles, d'acteurs de développement rural. Ce projet novateur vise à développer des techniques de sexage précoce des palmiers dattiers, une avancée essentielle pour améliorer les pratiques agricoles dans les zones oasiennes en favorisant une meilleure gestion des ressources végétales. JIPLAM s'inscrit donc dans une démarche durable de restauration des écosystèmes dégradés et de renforcement de la sécurité alimentaire dans les milieux arides. Le lancement de ce projet marque une étape importante dans la coopération scientifique entre Djibouti et ses partenaires internationaux. Aujourd'hui, du fait des activités humaines et du changement climatique, notre monde connaît un effondrement de la biodiversité. Dans les années 60 et jusque dans les années 90, c'était l'époque de la Révolution verte. Et nous pensions que pour nourrir le monde, il fallait développer une agriculture intensive avec des variétés sélectionnées, hautement productives, des intrants, des engrais, des pesticides appliqués à haute dose et une utilisation intensive de l'eau. Eh bien, pour plus de précisions, écoutons le directeur général du CERD. Atelier qui
qui est une succession d'autres ateliers qui ont eu lieu déjà en partenariat avec l'IRD. Et on a donc aussi le CIRAD et le SOS Sahel, hein, c'est cela. Ces partenariats s'enrichissent avec donc, nos collègues scientifiques des institutions internationales, mais aussi des partenaires locaux, parce que les acteurs locaux sont extrêmement importants pour nous dans ces objectifs et dans ces sujets de recherche que nous menons de longue date. En particulier, donc, on a un atelier aujourd'hui qui porte sur le sexage des palmiers dattiers. C'est un travail avec Madame Sabira. Et certainement d'autres travaux vont pouvoir être initiés. Et je pense que cet axe de recherche dans le domaine donc, de tout ce qui est agro-écosystème oasien a sa place véritablement dans tous nos contextes climatiques. Et pour plus de précisions, écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur. L'atelier qui est consacré ce matin à une approche innovante, technologique, de biotechnologie, qui est l'approche biomoléculaire pour le sexage précoce du palmier dattier. Alors les gens qui nous écoutent doivent se poser un certain nombre de questions et je suis sûr que lors des présentations, vous allez avoir les principales réponses à vos questions. Alors, cet atelier est organisé dans le cadre d'un effort collectif et je tiens vraiment à remercier tous nos partenaires, le ministère de l'Agriculture, l'AFD ici présente, mais également à l'international, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, le CIRAD. Je cite les acronymes pour qu'on comprenne qui sont les gens qui nous accompagnent. C'est le Centre international pour l'agriculture et le développement, agronomique pour le développement, pardon, le FID, qui est donc le Fonds international d'innovation pour le développement, et je n'oublie pas l'ONG SOS Sahel, qui fait partie de nos partenaires les plus fiables dans le cadre de ce projet. Je voudrais ne pas omettre le fait de féliciter vraiment toutes les personnes qui ont permis qu'on se réunisse ce matin sur un sujet si important. Alors le palmier dattier, ça a été dit, hein, je vais reprendre parce que c'est une plante emblématique de nos oasis et citée je ne sais combien de fois dans le Coran pour nos compatriotes. Il joue un rôle crucial dans l'économie locale, dans la sécurité alimentaire, dans la préservation des écosystèmes fragiles, mais avec les changements climatiques et les pressions croissantes, vous avez les sécheresses prolongées, la salinisation des sols, la rareté de l'eau. Donc il devient impératif de mieux gérer, d'identifier dans le cadre de ce projet d'adaptation et de résilience des espèces qui se sont distinguées par leur résistance. Et donc ce projet, justement, à travers la sélection de ces espèces, de ces variétés, nous allons pouvoir donc, dans ce contexte, pouvoir multiplier des variétés intéressantes. Direction le nord du pays, où une étape clé vient d'être franchie dans le cadre du projet de renforcement des capacités météorologiques de Djibouti, avec la tenue de la première réunion du comité conjoint de coordination de l'agence entre l'Agence nationale de la météorologie et la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de collaboration stratégique entre les deux parties visant à moderniser les infrastructures météorologiques nationales et à améliorer la qualité des services rendus. Elle a réuni des participants sur place et en ligne issus des institutions concernées et des équipes techniques partenaires. L'objectif principal de cette réunion est de faire un point d'étape sur les avancées réalisées dans le cadre du projet, tout en définissant l'ensemble les prochaines orientations. Les discussions ont notamment porté sur l'évaluation des équipements d'observation des surfaces, l'amélioration du système de prévention météorologique, ainsi que la collecte et la gestion des données climatiques. Ce comité conjoint se veut un espace de concertation et de coordination continue essentiel pour garantir une mise en œuvre efficace du projet. Et la fourniture d'informations aux agences de prévention des catastrophes connexes devient de plus en plus importante. L'objectif de ce projet est d'améliorer la capacité de l'ANM en matière d'observation météorologique, de prévision météorologique et de fourniture d'informations météorologiques
grâce à l'assistance technique d'experts japonais. Eh bien, lors de son discours d'ouverture, le directeur général de la météorologie, Mohamed Ismaël Nour, a souligné l'importance de cette rencontre dans le cadre du projet de renforcement des capacités météorologiques du pays. Il a salué les avancées déjà enregistrées grâce au soutien technique et financier de la JICA. Cette rencontre marque une étape importante dans la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités météorologiques de notre pays, grâce au soutien précieux de la JICA et l'expertise de ses équipes. Nous avions déjà observé des avancées notables, notamment dans le domaine de l'évaluation des équipements d'observation de surface, l'amélioration de la prévision météorologique et la collecte de données. L'objectif de cette réunion est non seulement de faire le point sur les progrès réalisés, mais aussi de discuter ensemble des prochaines étapes de ce projet structurant pour notre agence et pour le reste du pays. Nous sommes conscients que le succès de cette initiative repose sur une coordination étroite, une communication fluide et un engagement mutuel. Je vous invite donc à participer activement aux discussions et à partager vos réflexions pour améliorer davantage l'impact de nos actions. Dès là, nous passons vers le nord du pays où le conseil régional de Tadjoura a chaleureusement accueilli une délégation de l'Organisation internationale pour les migrations pour une cérémonie importante marquant la signature d'un protocole d'entente officialisant ainsi un nouveau partenariat stratégique. Était présent à cette rencontre et à cette cérémonie Mme Nihan Erdogan, directrice régionale adjointe de l'OIM en mission de travail à Djibouti, le préfet adjoint, les services déconcentrés, les élus locaux, les chargés de partenariat et de mobilisation des ressources et dans le rôle crucial dans l'instauration de cette collaboration avec Mme Tanja Pacifico, représentante de l'OIM, et M. Omar Hussein, président du conseil régional de Tadjoura, qui ont signé le protocole. Eh bien, lors de cette cérémonie, il a été rappelé que Tadjoura constitue un point de passage stratégique pour des migrants venant d'Éthiopie vers la péninsule arabique ainsi que pour ceux rentrant volontairement du Yémen. Cette réalité confère à la région un rôle central dans les dynamiques migratoires locales. Ce partenariat a pour objectif de soutenir la région et ses habitants dans la gestion des conséquences sociales des migrations. Il s'inscrit là dans une volonté commune de renforcer les capacités des autorités locales en accord avec le plan de développement régional. Aussi, les migrants ont un droit comme tous les autres nationaux. Ils doivent nourrir, on doit les aider, on doit les soigner comme tous les nationaux. C'est vrai qu'elle a un impact positif, un négatif, mais elle aura aussi un impact positif, non seulement pour la ville et pour la région. Eh bien, pour plus de précision sur ce protocole d'entente, écoutons Mme Tanja Pacifico. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité de le rebâtir et maintenant dans de nouvelles conditions, il est plus grand et on espère que ça pourra donner un appui à la région et à la ville. Pourquoi l'OIM s'implique à signer des partenariats avec les conseils régionaux? Parce qu'on sait que où la migration passe, si les migrants passent ici, ça touche aussi la communauté, ça touche la région. Alors c'est important de travailler ensemble pour le bien de la communauté et bien sûr pour les migrants. Alors le fait que Tadjoura est le point central de cette corridor migratoire, ça fait que pour nous la collaboration avec vous est très importante. La collaboration existe déjà, aujourd'hui c'est l'opportunité de la renforcer. On est à votre côté, on voit les défis de la région et on voit les défis du pays. Et c'est notre travail et notre devoir de continuer à accompagner et le gouvernement de Djibouti et la communauté avec ce défi. Eh bien, voici les propos des autorités locales de Tadjoura. On travaille dans le cadre des migrants. Ils sont installés à Tadjoura même. Ce aussi est un choix qui nous honore qu'elle soit présente chez nous. Et nous avons déjà collaboré depuis longtemps. On collabore depuis longtemps.
Mais tout simplement, aujourd'hui, nous avons voulu matérialiser ça. Et par une convention de partenariat et qui sera signée entre le Conseil régional et l'OIM. Sur quoi va porter ce partenariat? C'est sur, en gros, comment travailler ensemble, comment collaborer, comment améliorer la vie des habitants de Tadjoura, comment faciliter aussi les problématiques des migrants. La population, elle est importante, elle a un rôle à jouer. Et ils ont des droits et qu'on doit respecter. Les élus locaux aussi auront un rôle à jouer et pour que tout se passe dans les meilleures conditions pour ces migrants. Comme vous savez, ce n'est pas par gaieté de cœur qu'ils viennent chez nous, ils fuient leur pays. Et la convention que nous allons signer, et l'OIM aussi, et dans ce cadre, elle apporte un appui pour la région de Tadjoura, qui a aussi des méfaits des migrants. Et ça aussi, c'est un point important sur lequel nous devrons vraiment les remercier. Et ce partenariat qui était en cours depuis un bon moment en discussion, et va aujourd'hui aboutir. Et qu'on puisse aussi dire que la région de Tadjoura est exemplaire avec le travail de l'OIM. De là, nous passons au domaine santé où la direction de l'hôpital d'Arta a lancé le 12 avril dernier la campagne de vaccination contre la polio. Rappelons que la cérémonie du lancement a vu la présence du préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional et les responsables des services de santé. A noter que toute l'équipe de l'hôpital régional d'Arta se sont mobilisés pour mener à bien cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. Dans son intervention, les responsables ont exhorté la population et plus particulièrement les parents à faire vacciner leurs enfants en profitant massivement de cette campagne de vaccination de porte à porte. L'objectif est d'éradiquer et de prévenir la poliomyélite en renforçant l'immunité d'un groupe d'âge particulièrement vulnérable aux maladies infantiles mais évitables. A noter que la poliomyélite persiste et fait encore des victimes, ce qui a motivé le choix du gouvernement de relancer une campagne de vaccination d'envergure nationale pour l'éradication de la poliomyélite et en ciblant les enfants de moins de 5 ans et sur toute l'étendue du territoire. Le territoire de la région d'Arta, c'est-à-dire de l'Oyada à l'État, nous avons dénombré tous les enfants de 0 à 5 ans pour identifier et orienter les vaccinataires à vacciner après nous. Et ce sera un succès si on détermine tous les enfants que les cibles a été identifiées. Régional à présent, dans le cadre des préparatifs en cours pour organiser les premières élections municipales directes de l'histoire du pays, l'opération d'enregistrement des citoyens en Somalie résidant dans la région de Benadir a officiellement débuté dans le district de Shangani à Mogadiscio. Cette initiative est supervisée par la Commission électorale nationale indépendante en coordination avec les autorités gouvernementales concernées. Cette étape historique s'inscrit donc dans les efforts soutenus du gouvernement fédéral somalien pour ancrer le principe fondamental une personne, une voix. Le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, a effectué une visite sur le terrain dans plusieurs centres d'enregistrement du district de Shangani, accompagné du ministre de l'Intérieur du gouvernement de la région de Benadir et de son adjoint. Il a pu constater le bon déroulement du processus, échanger avec les citoyens et écouter leurs avis et aspirations. Rappelons que dans un discours à cette occasion, le chef du gouvernement a appelé à l'ensemble des citoyens somaliens de s'inscrire massivement et à participer activement à ce processus national. Le centre d'enregistrement de Shangani a connu une forte influence, témoignant d'une prise de conscience croissante de l'importance de la participation politique et d'un vif désir d'exercer librement et en toute transparence leur droit de vote. Le gouvernement a réaffirmé son engagement total à organiser en juin 2025 des élections municipales inclusives, équitables dans l'ensemble des districts du pays. Les citoyens somaliens considèrent cette initiative comme une opportunité historique précieuse, marquant la première expérience électorale directe depuis plus de 50 ans, leur permettant de choisir librement leurs représentants par les urnes. De là, nous passons directement à ce qui domine dans l'actualité internationale, où, je vous le disais, la résistance du Hamas a réaffirmé sa volonté de conclure un accord global. C'est ainsi que le chef de la résistance du Hamas dans la bande de Gaza, Khalil al-Hayya, a réaffirmé la disposition de la résistance
du Hamas a engagé immédiatement des négociations en vue d'un accord global. Celui-ci incluait la libération de tous les prisonniers israéliens en échange d'un nombre convenu de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons de l'occupation et des occupants. Dans une déclaration diffusée à la chaîne Al Jazeera, le chef de la résistance du Hamas, Al-Hayya, a souligné que cet accord devrait être conditionné par la cessation de la guerre contre le peuple palestinien et le retrait total de l'occupation de la bande de Gaza. Il a également relevé que des médiateurs avaient repris contact avec la résistance du Hamas dans le but de trouver un issue à la crise actuelle qu'il impute au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.